Je vois qu'il est 10h44 et donc j'ai 20 minutes top chrono. Donc mon exposé, effectivement, va parler du droit de l'Union européenne et est tout à fait complémentaire à la présentation de Constance. Je voudrais insister avec ma casquette de, entre guillemets, spécialiste de droit européen sur l'importance de l'apport du droit de l'Union européenne en matière de compensation environnementale et cet apport est évident. Donc, dia suivante. Constance l'a mentionné, probablement la première intervention de l'Union européenne à cet égard se trouve dans la directive de 79 sur les oiseaux sauvages, puisque l'idée, c'est le principe du non-net loss. On doit maintenir la population qui doit être protégée à un niveau écologique adéquat et donc pas de dégradation de la situation existante. Donc implicitement, s'il y a dégradation, il faut compensation. Mais, dia suivante, ce sont les directives sur l'évaluation des incidences environnementales que vous connaissez, qui ont vraiment amorcé alors spécifiquement la prise en compte de mesures compensatoires. On a la directive, je veux dire la plus ancienne, 85-337, maintenant en 2011-92, sur l'évaluation des incidences des projets. Vous la connaissez bien puisque cette directive est largement inspirée de la loi française de 76, et donc il est prévu dans l'étude d'impact, dans l'évaluation environnementale, que l'on aborde, si c'est nécessaire, la question des compensations des incidences négatives que le projet pourrait avoir. Et on trouve exactement la même approche dans une directive ultérieure, qui est la directive 2001-42 sur l'évaluation des plans et des programmes. Et on sait effectivement que la grande majorité des plans concernés sont les plans d'urbanisme, mais il y a d'autres plans et il y a d'autres programmes qui rentrent dans son champ d'application. Et j'attire votre attention sur le fait que précisément la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle est d'une sévérité totale puisque elle étend complètement le concept de plan en estimant que même une réglementation d'urbanisme pourrait être un plan ou un programme au sens de cette directive et par voie de conséquence, elle devrait faire l'objet avant son adoption d'une évaluation de ses incidences environnementales. Et là aussi, dans cette évaluation, il faut décrire les mesures envisagées pour notamment compenser les incidences négatives. Donc, on voit ces deux directives font plus que encourager la prise en compte des compensations environnementales. Mais la directive importante, et c'est la dia suivante, c'est la directive 92-43, dite directive Habitat, conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvage. Alors, il y a 4 paragraphes dans cet article 6 qui est fondamental. J'en retiens 2, le 3 et le 4. J'ai mis le texte sous les yeux parce que c'est important pour bien comprendre l'articulation entre l'évaluation appropriée des incidences qu'un plan ou un projet pourrait avoir sur un site protégé et les espèces concernées. Effectivement, dès l'instant où ce type de plan ou de projet est susceptible d'avoir un tel impact négatif, il faut ce qu'on appelle une évaluation appropriée, qui est en réalité une étude d'impact, mais avec une connotation tout à fait particulière, puisqu'elle doit avoir une qualité et un approfondissement scientifique, je ne vais pas dire absolu, mais qui va très très loin, puisque comme le libellé du paragraphe 3 l'indique, il faut absolument une certitude scientifique. Et si on n'a pas de certitude scientifique quant à l'absence d'impact négatif important sur le site ou les espèces, les autorités doivent refuser le permis, ne peuvent pas adopter le plan ou le programme, et c'est donc extrêmement important. Alors, j'insiste sur ce point parce que effectivement, il y a une exception que nous allons voir, qui est celle du paragraphe 4. Dans certaines circonstances et à certaines conditions, on pourrait malgré tout autoriser un projet et approuver un plan qui est susceptible d'avoir un impact négatif. Et une des conditions, c'est la prise de mesures compensatoires. Mais ce qui est très important, c'est le raisonnement et l'analyse que fait
systématiquement la Cour de justice de l'Union européenne en disant attention, quand vous faites votre évaluation appropriée, paragraphe 3, donc les impacts sur un site naturel, Natura 2000 ou sur les espèces, vous ne pouvez pas prendre en compte les mesures compensatoires que vous envisagez, mesures compensatoires qui effectivement vont diminuer l'impact négatif sur la conservation de la nature. Et donc, la Cour dit non, vous faites votre évaluation appropriée, bien entendu, vous tenez compte de toutes les mesures d'atténuation, et Constance en a parlé, et vous aboutissez à la conclusion que votre projet est ou non susceptible d'avoir des incidences environnementales négatives. Et s'il a des incidences environnementales négatives, alors peut-être que vous pouvez rentrer dans le paragraphe 4 et obtenir une dérogation. Alors, la dia suivante porte sur ce paragraphe 4. Vous voyez que si en dépit des conclusions négatives de l'évaluation, en l'absence de solutions alternatives, un plan ou un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, en ce compris de nature sociale et économique, alors l'État prend toute mesure compensatoire qui assure la cohérence globale de Natura 2000 et en informe la commission qui va rendre un avis sur le tout. Alors, je vous ai mis deux sites intéressants. Un, vous pouvez avoir l'espèce de guide de la communication, de guide de la commission sur la manière de gérer les sites et donc sur les dispositions de l'article 6, c'est la version la plus récente qui date de 2018. Et par ailleurs, je vous engage, si ça vous intéresse, à aller voir le site des avis de la Commission européenne, qui effectivement a reçu un certain nombre de demandes de dérogation et s'est prononcé de manière relativement détaillée et c'est tout à fait intéressant. J'y reviendrai. On peut passer à la dia suivante. Alors effectivement, Constance en a parlé, les solutions alternatives, c'est pour en réalité éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la conservation de la nature. C'est-à-dire qu'on doit absolument examiner une série de solutions alternatives pour aboutir au choix qui est le moins impactant sur l'environnement. Jadis, puisque j'ai une relative longue expérience vu mon âge, cet examen de solutions alternatives était purement formel. En fait, on voulait valider le choix qui avait été fait quasiment a priori, ce qui a donné lieu à des annulations par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment d'un projet d'autoroute dans le sud du Portugal, en disant mais il y avait de toute évidence des tracés alternatifs moins impactants pour l'environnement que vous n'avez pas examiné, et donc effectivement c'était illégal. Aujourd'hui, quand vous voyez les dossiers qui sont soumis à la Commission, vous pouvez avoir 10, 12 solutions alternatives qui ont été examinées, en ce compris l'option 0, c'est-à-dire on ne fait rien, avec des analyses détaillées et qui permettent effectivement à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si le projet qui a été finalement retenu est le plus pertinent au niveau environnemental. Raison impérative d'intérêt public majeur. Alors, c'est important et quelque part, c'est la raison de la jurisprudence de la Cour de justice quand elle dit « Non, vous ne pouvez pas tenir compte des mesures de compensation pour aboutir à la conclusion que le projet n'est pas impactant. Vous faites ça dans un second temps et ce second temps suppose effectivement, pour obtenir la dérogation, que vous fassiez partie, que le projet fasse partie de ceux qui sont sous-tendus par des raisons impératives d'intérêt public majeur. » Donc, automatiquement, toute une série de projets sont éliminés parce qu'ils ne rencontrent pas cette condition. Alors, quand vous voyez la liste des projets, effectivement, il y en a pour lesquels il n'y a pas de doute, toutes les infrastructures de communication, voirie ferroviaire, fluviale, amélioration des ports, des aéroports, donc pas de souci à cet égard. Là où il y a débat, c'est pour les projets de nature économique, lorsque l'on veut effectivement, par exemple, étendre une zone d'activité économique pour la création, ou plus exactement, avec comme conséquence positive la création d'un certain nombre d'emplois. Il est clair que si le nombre d'emplois est important, effectivement, on peut être dans une hypothèse de raison impérative d'intérêt public majeur. Je pense à un exemple, j'y reviendrai, en Hongrie, la commune de Győr qui a
qui voulait étendre sa zone d'activité économique sur plus de 320 hectares, avec création de 10 000 emplois. La Commission a reconnu qu'il y avait bien un intérêt public majeur et des raisons impératives. Personnellement, je me suis occupé d'un dossier dans la Nièvre, un projet industriel lié au bois, avec création notamment d'une usine de cogénération, avec 350 emplois à l'appui. Effectivement, le tribunal de Dijon a considéré que c'était certainement d'intérêt public, d'intérêt général, mais pas impératif pour pouvoir obtenir une dérogation. Les mesures d'atténuation, on en a parlé, mais effectivement, elles ne sont pas formellement dans la condition du paragraphe 4, mais la Commission européenne les examine avec attention et chaque État membre qui présente une demande de dérogation s'en explique. C'est évidemment important. Et on arrive aux fameuses mesures de compensation et on peut passer à la dia suivante. Alors, Constance en a parlé, donc je ne dois pas m'étendre là-dessus. Il ne faut pas confondre une compensation avec d'autres conditions, notamment des conditions liées à la faisabilité d'un projet. Vous créez un nouveau quartier urbain, nécessairement il faut le desservir en voirie et en différents équipements. C'est lié à la faisabilité du projet, ça n'est absolument pas une mesure compensatoire. De même, les mesures d'atténuation des impacts négatifs, on ne va pas assimiler ça à une mesure compensatoire. C'est normal qu'un projet comprennent un certain nombre de mesures qui visent à limiter les impacts négatifs. De même, régulièrement, on essaye de faire passer comme mesure compensatoire la protection d'un site, alors que cette protection aurait dû exister préalablement, donc elle ne rentre pas dans le concept de mesure compensatoire que l'on peut admettre. Alors, classiquement, Constance en parlait, les deux mesures les plus classiques sont de compensation, donc sont la création de nouveaux sites Natura 2000. Si vous allez voir les avis de la Commission, vous verrez que on peut créer de nouveaux espaces, par exemple des îles fluviales qui n'existaient pas, et donc on crée quelque part un futur site Natura 2000, sachant que plus généralement, on va passer par l'extension de sites existants, et ça c'est une pratique effectivement qui est intéressante et qui, j'ai entendu Constance et je la rejoins, qui n'est pas nécessairement facile toujours, mais qui, je le constate dans ma pratique, très souvent est facilitée par le fait que, vous le savez probablement, les États membres ne sont pas obligés de classer chaque habitat qui correspond à des caractéristiques comme site Natura 2000. Je prends par exemple, parce qu'on en a beaucoup en région Wallonne, on a énormément de prairies calcicoles ou de prairies calcaires. Il est évident que c'est un habitat qui est visé par la directive Natura 2000. Il est évident qu'il faut classer comme site naturel Natura 2000 un certain nombre de prairies calcicoles. Il ne faut pas classer toutes les prairies calcicoles de la région wallonne. Ça n'aurait aucun sens. Dès l'instant où on a un quota suffisant d'un type d'habitat dans un État membre, on considère que les objectifs de la directive Habitat sont rencontrés. Dès lors, si on vient à endommager ou détruire un site Natura 2000 qui est classé, mais il est possible d'aller rechercher dans des types d'habitats qui ont les mêmes caractéristiques mais qui n'ont pas été classés site Natura 2000. On peut effectivement trouver des sites compensatoires et permettant ainsi l'extension. Alors, dia suivante. Quelques éléments, Constance en a parlé, donc je peux y revenir et peut-être justement sur la proportionnalité de la compensation dont elle a parlé, elle a en tout cas mentionné. Alors, c'est tout à fait intéressant dans le cadre de la directive Habitat, puisqu'il y a une règle non écrite qui est, entre guillemets, imposée par la Commission, qui est la règle des 3 fois. Donc, on va imposer, si vous voulez, un ratio de 1 à 3 minimum dans le cadre d'une compensation. On détruit 1 hectare d'un site Natura 2000, eh bien, la mesure compensatoire devra porter sur
3 hectares au minimum, mais on voit des exemples qui vont de 6, il y a même un exemple en Allemagne qui va jusqu'à 45 fois la superficie qui est détruite. Alors, pourquoi ce ratio? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des pertes intermédiaires. Il est évident que si vous avez un site Natura 2000 qui existe, qui est géré, qui est protégé, ça signifie qu'il répond à des critères de qualité de la biodiversité, et que même si vous avez un site à proximité qui au départ a des caractéristiques intéressantes, il n'a pas nécessairement le même niveau de qualité écologique. Et il faudra donc un certain temps, voire un temps certain, pour arriver à retrouver un niveau équivalent. Et donc, on va compenser ce temps, cette période intermédiaire, en imposant une superficie plus importante. Le timing de la réalisation des mesures compensatoires est aussi important puisque dans la mesure du possible, évidemment, la Commission européenne va exiger, et les États membres le proposent eux-mêmes, de commencer par les compensations avant d'endommager le site par le projet qui répond à cet intérêt public majeur. Donc, c'est un élément important. Autre élément important, des conditions d'exécution. Constance, à juste titre, a parlé de la maîtrise foncière. Il est évident que la maîtrise foncière n'est pas évidente, notamment avec ce ratio de 3, voire plus. Ça signifie effectivement que celui qui doit réaliser la compensation doit avoir la maîtrise foncière. Un pouvoir public, il a plus de facilité parce qu'il a des outils soit de préemption, soit d'expropriation, encore que faut-il que le droit national permette une expropriation pour cause d'utilité publique pour réaliser une compensation. Lorsque c'est un développeur privé, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, et on le voit notamment avec les développeurs privés de parcs éoliens qui doivent avoir des mesures compensatoires parce que les éoliens ont des conséquences, peuvent avoir des conséquences négatives sur certaines espèces d'oiseaux et les chauves-souris, et donc il faut avoir des mesures compensatoires sur des périmètres relativement importants à proximité, et donc ils doivent nécessairement négocier, notamment avec les agriculteurs et les propriétaires de terres agricoles. Pour ce faire, c'est pas facile. Le cas échéant, il faut des permis, parce que vous avez des mesures compensatoires qui nécessitent des aménagements qui eux-mêmes sont soumis à permis. Et donc, on peut les avoir éventuellement intégrés dans la demande de permis initial, mais parfois, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui va être imposé par les autorités à titre de mesures compensatoires, il faudra peut-être des permis complémentaires. Il y a le financement, qui est une question compliquée, puisque on a le principe pollueur-payeur, donc c'est celui qui crée le dommage qui est censé le réparer. Quand c'est un pouvoir public, il peut recevoir des aides financières, notamment il y a des aides qui sont prévues dans les fonds structurels européens. Si c'est un développeur privé, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si le développeur privé, par exemple, d'un parc éolien, recevait des aides d'État pour les compensations environnementales, on pourrait considérer que ces aides vont à l'encontre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les aides d'État qui faussent la concurrence. Alors, il y a le suivi. Constance a parlé de l'effectivité et de l'efficience. Effectivement, dans les premières directives, on ne parlait pas de suivi. Dans la directive Habitat, on ne mentionne pas le suivi, même si Madame Cocotte, avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, dit peut-être dans le paragraphe 2, on a le fondement implicite de l'imposition d'un suivi, mais on voit dans les avis de la Commission que les États membres eux-mêmes proposent un suivi, et un suivi, je vais dire, sophistiqué, avec l'intervention généralement d'un organisme suffisamment indépendant pour assurer l'objectivité de ce suivi. Et la Commission va imposer, va accepter ce suivi et va l'encourager. Elle va même imposer une périodicité en disant vous faites rapport à la Commission et vous faites rapport au public dans un délai qui peut varier et qui en général est assez rapide, 1 an, puis tous les 3 ans. Et parfois la Commission dit et le suivi devra durer 10 ans, 15 ans, en fonction justement de ce dont je parlais tout à l'heure, les pertes intermédiaires et le temps nécessaire pour retrouver.
un niveau de biodiversité équivalent. Et ce suivi, évidemment, doit pouvoir arriver à des mesures correctrices si nécessaire. Alors, dernier point, Romain en a parlé, ma dia suivante. Je fais une comparaison, enfin un lien avec la directive 2004-35 sur la responsabilité environnementale. Donc, je ne peux pas vous parler de cette directive, sa genèse, de son fonctionnement, un système de responsabilité environnementale administrative à côté d'une responsabilité traditionnelle civile ou pénale. Alors, ce qui est intéressant, c'est le lien avec les mesures de compensation, parce que effectivement, soit à titre de mesures préventives, soit à titre de réparation, effectivement, il faudra intervenir sur le biotope qui est endommagé ou qui risque d'être endommagé. Et ce concept de dommage environnemental et de mode de réparation du dommage environnemental est une question extrêmement complexe. Les juges, les juristes se sont heurtés à la question de savoir comment faire. Et cette directive est vraiment intéressante parce qu'elle propose 3 types de réparation. Primaire, il s'agit de retrouver l'état initial. Complémentaire, si on ne parvient pas à retrouver l'état initial totalement, alors il faudra avoir des réparations complémentaires, et compensatoires pour compenser les pertes intermédiaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour moi, les réparations complémentaires et compensatoires sont des réparations des mesures compensatoires. Alors, j'ai mis un exemple intéressant, j'ai pas vraiment le temps de détailler. Je ne sais pas si vous connaissez la mulette épaisse, qui est une moule d'eau douce, sœur de la moule perlière, et qui sont 2 espèces extrêmement fragiles. Et dans un projet allemand qui consiste à vouloir rendre navigable 40 kilomètres supplémentaires du Danube en amont, en Bavière, effectivement, il y aura des conséquences sur des stations de mulettes épaisses qui risquent d'être détruites à concurrence de 80%. Et dans les compensations proposées par l'État allemand, il y a un certain nombre de mesures qui ont été considérées comme totalement insuffisantes par la Commission, qui dit non, vous devez absolument détailler tout ça. Et dans le cas de la directive 2004-35, j'ai vécu un dossier en région wallonne où un tracteur tirant un pulvérisateur avec la totalité de son conteneur rempli d'un produit, vous imaginez, qui n'était pas de l'eau de source, fait un accident et déverse en réalité l'ensemble de son contenu, qui aboutit dans un ruisseau et détruit des stations de moules perlières et de moules et de mulettes épaisses. Et alors on voit que sur la base de cette directive 2004-35, les mesures primaires, complémentaires et compensatoires sont extrêmement détaillées, puisque l'on va imposer à l'agriculteur de financer carrément l'élevage de moules perlières et de mulettes épaisses, la réintroduction. Alors, pour vous donner une idée, la mulette épaisse peut être réintroduite dès la 2e année. La moule perlière, il faut attendre 5 ans. Et puis, on va imposer un cordon sur 500 mètres le long des rives du cours d'eau concerné, sur 5 mètres de profondeur, avec des plantations qui vont assurer la filtration des eaux de ruissellement pour garantir l'état optimal. Et donc, vous voyez que ces mesures compensatoires 2004-35, on devrait les retrouver également dans les mesures compensatoires Natura 2000. Alors, je conclus en disant ceci. Voilà la dernière dia peut-être. C'est les vertus de la compensation, et Constance en a parlé. Alors, je trouve que effectivement la compensation, c'est bien parce qu'il faut l'éviter. Il faut l'éviter parce qu'il faut éviter le dommage environnemental. Il faut éviter les compensations parce qu'elles coûtent cher. Il faut éviter les compensations parce qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre, assurer le suivi. Et donc, l'obligation de substitution est vraiment tout à fait intéressante. Et on constate qu'avec les obligations de compensation, comme par hasard, les promoteurs publics et privés trouvent des solutions de substitution.
augmente les obligations d'atténuation, et il y a beaucoup de mesures d'atténuation qui sont d'une efficacité extraordinaire et qui ne coûtent pas très très cher. Par voie de conséquence, il y a vraiment un effet préventif intéressant de la compensation. Alors là où c'est interpellant, c'est lorsque on va précisément sur le site de la Commission qui publie tous les avis sur les demandes de dérogation. Et on constate qu'en 20 ans, il y a une vingtaine de dossiers qui ont été soumis. Sur les 10 dernières années, c'est vraiment interpellant. Il y a 11 dossiers, 10 dossiers en provenance de l'Allemagne et un dossier hongrois. Comme si les 25 autres États membres n'avaient jamais été confrontés à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Peut-être que les États font un effort pour absolument ne pas impacter les sites Natura 2000, et je reconnais que en région wallonne, c'est le cas. On fait tout pour ne pas avoir de projets qui ont un impact négatif sur les sites Natura 2000. Je pense qu'un certain nombre d'États ont la pratique d'intégrer les mesures compensatoires anticipativement pour arriver à la conclusion non, le projet n'aura pas d'impact négatif. Et certains, tout simplement, passent à travers les mailles du filet, pas vu, pas pris, tant qu'il n'y a pas de poursuite de la Commission européenne, suite notamment à une plainte, il ne se passe rien. Alors, tout dernier mot, c'est vrai que cette compensation, outre les vertus que je viens de signaler, ce mécanisme imprègne de plus en plus l'ensemble du droit. Et je fais vite une comparaison parce que je n'ai plus le temps. Je citais le cas de la ville de Győr en Hongrie, où on veut étendre une zone d'activité économique sur 320 hectares, dont 280 en site Natura 2000. Et donc, il y a toute une série de compensations par la création ou l'extension de sites Natura 2000 à proximité. Donc, pas de souci, on arrive à une compensation de l'ordre de 1000 hectares. Et ce mécanisme, si vous voulez, a imprégné le droit d'urbanisme en région wallonne depuis pas mal d'années, où on a ce mécanisme tout à fait particulier qui est très très lourd. J'entendais Constance qui parlait d'éventuellement un allègement. Chez nous, c'est très très lourd parce que il faut savoir que la totalité du territoire de la région wallonne est couverte par des plans d'affectation de sol, des plans d'urbanisme. Donc, vous n'avez pas un mètre carré qui n'est pas soit en zone urbanisable, soit en zone non urbanisable. Et si l'on veut, par exemple, créer 50 hectares de zones d'activité économique nouvelles, on les prendra a priori dans une zone agricole existante, et une imposition est la compensation que nous appelons, c'est un belgicisme planologique, une compensation planologique qui signifie qu'on doit désurbaniser 50 hectares ailleurs. Donc, vous imaginez évidemment la difficulté, quand ce sont les pouvoirs publics qui ont la maîtrise foncière, ils peuvent éventuellement switcher en réalité les 50 hectares sans trop de difficultés. Lorsque ce sont des opérateurs qui n'ont pas de réserve foncière, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. D'où l'idée, au bout d'un moment, comme disait Constance, le sol a une superficie limitée, donc à un moment donné, on est en difficulté. Donc, on a aussi permis des compensations alternatives, notamment des compensations alternatives en faveur de l'environnement. Et la proportionnalité veut que le montant de ces compensations environnementales devrait être équivalente ou approchante de la valeur des, par exemple, 50 nouveaux hectares de zones d'activité économique. Je vous remercie.